2022. Dimitri Pavlenko. 8h42, il lui fallait parler, casser l'image de flottement à la tête de l'exécutif depuis le semi-échec des législatives. Rappelons quand même que Ensemble et la minorité présidentielle, comme dit très justement Olivier Marleix ce matin dans les colonnes du Figaro, constitue malgré tout le premier groupe à l'Assemblée nationale. Donc, allocution plutôt brève hier soir du président de la République, 8 minutes à 20h. Alors qu'a-t-il dit en substance? On en parle depuis ce matin. Au placard, l'union sacrée, le message désormais, nous devons apprendre à gouverner et légiférer différemment. Le nous collectif, tous dans le même bateau en somme, mais les preuves de responsabilité, explique Emmanuel Macron, c'est aux oppositions de les apporter. Autrement dit, c'est une partie d'échec qu'inaugure le chef de l'État et il ne veut pas jouer le premier coup. On en parle avec Charlotte Dornelas, journaliste à Valeurs Actuelles. Bonjour Charlotte. David Revaud-Dallon est avec nous aussi, rédacteur en chef du service politique au Journal du Dimanche. Bonjour David. Bonjour. Alors, je vous cite la phrase clé de l'intervention d'Emmanuel Macron hier. Il faut clarifier la part de responsabilité et de coopération que les oppositions sont prêtes à prendre. Vous l'avez dit, c'est une partie d'échec, voire de volleyball. On est sur la plage et puis on passe le ballon à l'équipe adverse. Oui, mais il ne veut pas servir. Voilà, il ne veut pas engager, c'est ça le problème. D'abord, vous avez raison, c'est la phase la plus importante, mais la première, je dirais que c'est plutôt, il faut collectivement apprendre à gouverner et légiférer différemment. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a 2 ou 3 mois, à la fin de la campagne présidentielle, Emmanuel Macron il nous avait promis un président nouveau, une méthode nouvelle, une façon de gouverner absolument nouvelle. Et là, ce qui est intéressant, c'est que c'est plus lui qui prend en charge ce président nouveau, d'ailleurs dont on pouvait douter finalement, puisqu'on avait assisté à la méthode de gouvernement d'Emmanuel Macron pendant 5 ans, on l'a dit, on l'a décrit des milliers de fois, ce président jupitérien, un peu autoritaire, qui passe par-dessus les corps intermédiaires. Donc le président nouveau, on pouvait en douter. Et là, il se trouve que par la force des choses, et non pas par la volonté d'Emmanuel Macron, par le choix des électeurs... Les circonstances dictent la méthode. Cette assemblée complètement éclatée, façon 3e République, on en reparlera, impose finalement au président de gouverner différemment. Et là, évidemment, tout de suite, il repasse le flambeau, ou plutôt la responsabilité, à la classe politique en général. C'est-à-dire que ce n'est plus seulement lui qui doit être un président nouveau, mais tout le monde doit gouverner différemment. Encore une fois, c'est une habileté qui lui permet, à court terme du moins, de s'extraire de la difficulté. Je dis bien à court terme. Oui. Mais alors donc, il dit très rapidement hier, l'union nationale, je n'y crois pas. L'idée étant de travailler au coup par coup avec les responsables. Et alors, que sont les autres, ceux qui vont refuser de travailler avec la coalition gouvernementale? Oui, c'est un peu, comme d'habitude avec Emmanuel Macron, on ressort un peu avec une idée tout de suite en tête, et après, quand on essaye de se souvenir de ce qu'il a dit, on est un peu perdu. Vous avez dit au début, il devait parler pour sortir du flou. Honnêtement, il l'a plutôt entretenu hier sur ce qui allait réellement se passer, puisque en effet... A-t-il été clair? C'est ça en fait la question. Ouais. Il a pas vraiment été clair dans la mesure où il a remis la responsabilité de ce qui allait se passer, non pas entre ses mains, mais entre celles de l'opposition et la manière dont elle allait se comporter. Il a évoqué la possibilité d'un accord de gouvernement avant de développer l'autre possibilité qui est celle, en effet, d'un accord au coup par coup. Bon, là-dessus, je crois que tout le monde s'entend. Il y a assez peu de gens, sauf d'ailleurs du côté de la majorité, certains députés qui ont dit hors de question par principe d'être d'accord un jour avec la France Insoumise ou avec le Rassemblement National. Mais sinon, tout le monde est assez d'accord pour dire s'il y a quelque chose avec lequel, de toute façon, c'est difficile a priori de dire autre chose. Mais moi, ce que j'ai entendu quand même, c'est de dire j'ai entendu le message, je vous ai entendu, vous avez été très très clair en avril. Il a beaucoup insisté sur la clarté des Français en avril au moment de le réélire lui-même, et j'ai compris le message que vous m'avez envoyé la semaine dernière. Alors il dit on a 2 scrutins qui s'opposent, il ne le dit pas tout à fait comme ça, mais on comprend, les 2 scrutins s'opposent, présidentielle, législative. Emmanuel Macron souhaiterait qu'en fait ces 2 scrutins se complètent. Mais est-ce ce que veulent les Français? Ça, c'est quand même la question. Et c'est ça, et en fait la seule question qu'il n'a pas abordée, et on comprend pourquoi, c'est quelle est la différence entre ce qui a été plébiscité dans les urnes en avril et en juin politiquement, c'est-à-dire sur le fond, est-ce que en effet le message envoyé est compatible, en tout cas à première vue? Cette question, il n'y répond pas. Et la deuxième chose, moi, que je vois, c'est que il annonce immédiatement que dès cet été, il va y avoir le travail de l'Assemblée sur la question qui concerne directement tous les Français aujourd'hui, à savoir le pouvoir d'achat. Il développe tout ça. Et là, je sens pointer dans son discours la préparation d'une responsabilité
entre les mains des oppositions au moment où la rentrée, notamment sociale, va être compliquée. Oui, Ce ne sera pas de sa faute. Il invente une nouvelle figure politique d'une certaine manière, David Revaud-Dallon, parce que on sait que traditionnellement c'est le gouvernement qui engage sa responsabilité sur un texte, et là il demande aux oppositions d'engager la leur, non pas sur un texte, mais sur son attitude finalement au Parlement. C'est pas tout à fait une nouveauté, c'est quand même plutôt classique en politique. Vous savez, quand un président, et notamment c'est le cas des réformes constitutionnelles et institutionnelles, essaye de faire passer des réformes, en général le Sénat bloque, et donc on accuse les sénateurs, et le Sénat, bastion du conservatisme, une fois encore, d'avoir bloqué toute velléité de réforme. Donc c'est plutôt classique. C'est vrai que là, il maximise. Hein. C'est une technique politique qui est utilisée à grande échelle. Après, ce qui est intéressant, c'est que c'est précisément sur la... Alors, il y a la déclaration de politique générale. Va-t-elle être suivie d'un vote de confiance, d'une motion de censure? Pour l'instant, on est dans le flou. Oui, rappelons que c'est une coutume, mais voilà, ça n'est pas obligatoire. Et Jean-Luc Mélenchon, hier, dit « Moi, je refuse la ratatouille ». La ratatouille, il y a un peu de tout dans la ratatouille. Hein, c'est l'idée de la coalition. Pendant pas mal de temps en plus. Et il souhaiterait qu'Elisabeth Borne, précisément, engage la responsabilité de son gouvernement. Bon, pour l'instant, on est dans le flou, parce qu'on ne sait même pas si c'est Elisabeth Borne qui fera la déclaration de politique générale. Mais en tout cas, si on prend l'étape d'après, c'est-à-dire le premier texte sur le pouvoir d'achat, c'est assez malin, parce que évidemment, s'il y a un thème sur lequel aucun des partis d'opposition sur lequel tous les partis d'opposition plutôt auront du mal à justifier un vote contre ou une abstention, c'est bien le texte sur le pouvoir d'achat avec toute une série de dispositions sur l'énergie, etc. Oui. Donc vous imaginez bien que là, le piège, il est d'ores et déjà tendu par Emmanuel Macron. S'il avait attaqué par la réforme des retraites, c'était évidemment pas le même film. Oui, mais donc, quand même, sur le pouvoir d'achat, malgré tout, on a tendance à dire que c'est un sujet apolitique et que tout le monde est d'accord. On se rend compte qu'absolument pas. Ce que disait hier Olivier Faure, qui en réaction au discours d'Emmanuel Macron dit bah oui, mais s'il propose le SMIC à 1 500 €, ce qui est la mesure principale de la gauche, très bien. Si c'est pour faire des chèques au coup par coup, non. Voilà. Non, mais exactement. Mais alors ça, là pour le coup, c'est du Emmanuel Macron pur jus depuis le début. D'ailleurs, il l'a dit dans son allocution hier. Il dit vous savez que depuis le début, mon obsession, c'est le dépassement politique, c'est-à-dire je suis au-dessus des clivages. Il va falloir être efficace. Il y a des choses à faire. Et à force de répéter ça, on se dit, et ça a été vrai dans cette campagne où tout le monde a répété de manière compulsive que le sujet c'était le pouvoir d'achat, comme si c'était quelque chose qui se réglait de manière évidente. Le constat sur lequel tout le monde va s'entendre, mais c'est vrai de notre époque, mais je pense de toutes les autres, c'est que tout le monde aimerait avoir un peu plus d'argent. Là, évidemment, la situation est en plus beaucoup plus compliquée et elle va continuer à se compliquer pour beaucoup de Français. Mais une fois qu'on s'entend sur le constat, évidemment, pour changer et inverser cette chose, il faut prendre des décisions. Or, les décisions prises par des politiques sont toujours politiques. Donc, évidemment qu'il peut y avoir des clivages sur le pouvoir d'achat, mais là où je suis d'accord, c'est que Emmanuel Macron, en présentant la chose au mois de septembre, octobre, novembre, quand ça ira pas, quand il y aura des manifestations, aura beau jeu d'arriver en disant écoutez, moi j'ai fait le boulot, les oppositions ont bloqué, c'est vous qui avez décidé de l'Assemblée que vous vouliez. Et ce sera très facile pour lui. À mon avis, les oppositions doivent s'y préparer, toutes, à leur manière, doivent se préparer à cette pirouette macroniste de la rentrée. Alors j'aimerais renverser la charge de la preuve. Vapeur. Non, ça c'est Emmanuel Macron qui souhaite faire ça. La charge de la responsabilité, en l'occurrence. Non, le regard sur ce qu'a dit hier Emmanuel Macron. Cécile Cornudet, dans Les Échos ce matin, propose cette lecture un petit peu différente en disant il y a le résultat de la présidentielle, l'élection d'Emmanuel Macron, celui des législatives avec ce qui constitue une victoire des oppositions en cumul de voix. Les Français souhaiteraient, selon elle, faire changer Emmanuel Macron. Vont-ils y arriver? Ce qu'il a dit hier soir en donne-t-il des signes? Alors, je reviens sur mon point précédent. Ouais. On pouvait douter de la volonté de changer. C'est-à-dire tous les présidents qui veulent se faire réélire disent qu'ils vont changer ou je vais changer. Là, il l'avait dit, le président nouveau, on n'y croyait pas. On voit que la situation parlementaire, forcément, l'y oblige. Maintenant, ça, c'est de la prospective, parce que si on s'en tient effectivement à l'intervention d'hier, on voit qu'Emmanuel Macron, il a fait du Emmanuel Macron, il n'a pas tellement changé. On se demandait comment il allait se tirer de ce mauvais pas. On sait que depuis dimanche soir, il a quand même été très surpris et assez accablé par les résultats, ce qui est absolument normal. Et on voit que finalement, il retente un coup, j'ai envie de dire, à la Gérard Majax, puisque c'est le magicien qu'il citait pendant le fameux débat, la fameuse formule. Oui, eh bien, c'est une pirouette qui permet d'échapper à sa responsabilité. Et il nous a un petit peu dit,
les amis, débrouillez-vous, vous avez quelques jours pour vous mettre d'accord. Oui. Moi, je vais régler les affaires du monde, l'OTAN, puisqu'on sait qu'il s'engage sur une séquence internationale, Union européenne, OTAN et G7. Et quand je reviens, eh bien, vous avez intérêt à ce que les affaires soient en ordre, sinon je prendrai à témoin les Français. Donc c'est assez habile à court terme. Maintenant, sur l'impact et l'effet que ça a sur les oppositions, vous avez remarqué que celles-ci se sont pas rangées au garde à vous, le doigt sur la couture du pantalon, pour être d'accord. Ce qui est intéressant, c'est que finalement, le RN a semblé presque je dirais pas le plus constructif, mais le moins hostile, le moins fermé, le moins fermé par rapport aux réactions de Jean-Luc Mélenchon, qui a été fidèle à lui-même, et LR qui campe sur une ligne d'opposition assez ferme. Alors j'aimerais vous entendre aussi sur les résultats de ce sondage Elab pour BFM TV qui nous révèle, sondage effectué après les législatives, je le précise, 71% des Français se disent satisfaits qu'Emmanuel Macron n'ait pas de majorité absolue. Comment on interprète ce résultat? Que souhaitent les Français, selon vous, Charlotte Dornelas? On l'interprète comme une volonté de modérer, on va dire, le macronisme. Oui. Le problème, c'est que on en revient toujours au même problème, c'est que le macronisme des 5 ans à venir, on ne sait pas très bien ce que ça va être. Et on ne le sait pas avant les législatives, on le sait encore moins aujourd'hui, parce qu'en effet... Je vais reformuler ma question, parce que je pense que c'est important, c'est est-ce que c'est un désaveu de la personne, Emmanuel Macron, ou bien c'est sa politique, c'est-à-dire les réformes qu'il promet ou qu'il aurait pu engager. Trop de réformes, les Français n'en pourraient plus des réformes. Selon vous, c'est quoi? C'est personnel ou bien c'est politique? Ça doit être un peu des deux, j'imagine, mais c'est, je pense, aussi sur la question de la méthode. Il y a beaucoup les outils ont été beaucoup, commentés chez Emmanuel Macron, sa manière de faire, sa manière de s'adresser aux gens, sa manière d'imposer. Il a en face de lui quelqu'un qui lui dit, moi ça va pas, et il lui répond, il va falloir être dans la vraie vie. Faut quand même oser, quoi. Et il continue, et il dit ça, et il explique à tout le monde qu'en fait on se trompe, que c'est le sentiment d'insécurité, mais puissance 1000 et sur tous les sujets avec Emmanuel Macron. Vous avez l'impression de pas gagner d'argent, mais en fait si, je vais vous expliquer pourquoi. Donnez-moi votre fiche de paye et je vais vous la raconter. Donc c'est beaucoup plus, à mon avis, sur la question de la méthode, donc plus sur le personnage. Mais la méthode, elle dit quelque chose du fond, c'est-à-dire comment est-ce que on impose. En même temps, personne ne l'a empêché de le faire non plus jusqu'à maintenant. Donc je pense que c'est cette question de se dire, on va avoir un retour d'opposition qu'on va comprendre aussi, parce que le macronisme a été une grande neutralisation de la clarté politique aussi. À force de dire une chose et son contraire, finalement, on finit par se dire, mais avec quoi on est d'accord, avec quoi on n'est pas d'accord. On a du mal aussi à le faire. Là, il y a une sorte de clarté sur les lignes politiques à l'Assemblée. Peut-être que c'est cette question-là que les Français... Pour rebondir sur votre chiffre, finalement, les Français sont assez cohérents, puisqu'à peine Emmanuel Macron avait-il été réélu, que 70% de mémoire, c'était un sondage IFOP qu'on avait commandé pour le JDD, 70% voulaient une cohabitation. Bon, de ce point de vue-là, c'est très cohérent avec votre chiffre. Le problème, c'est qu'ils sont moins cohérents sur la forme de la cohabitation et que ça donne le résultat qu'on a vu aux législatives avec... ils hésitaient grosso modo entre Mélenchon et Marine Le Pen et un petit peu les LR. Mais personne n'a donné une majorité à telle ou telle opposition. Deuxième point, sur Emmanuel Macron, la personne ou la politique, ce qui est très intéressant, c'est que finalement, Emmanuel Macron, vous savez, quand il a été élu, il voulait en finir avec le cursus honorum des professionnels de la politique, cette trajectoire où on est d'abord conseiller départemental, adjoint au maire, député, ministre, et enfin on concourt à la présidentielle. Lui n'avait jamais concouru à la moindre élection, et donc, contrairement à l'ensemble des professionnels de la politique, n'avait jamais connu de défaite, n'avait jamais essuyé l'humiliation d'une défaite, la traversée du désert, qui à la fois forge une carapace, mais la aussi... défaite est toute relative, là, quand même. Alors, oui, mais c'est quand même sa première défaite, et je pense que psychologiquement, c'est assez important, parce que je crois qu'il a vraiment été dimanche confronté à la fois une grande surprise et une énorme déception. Vous avez vu la façon dont il a envisagé cette campagne des législatives. Il était assez confiant et même un peu loin du ballon, si vous me permettez cette métaphore sportive. Donc à l'arrivée, effectivement, alors il a de la ressource. On a vu hier qu'il avait tenté un rebond. Marchera-t-il? On va le voir dans les prochains jours, les prochaines semaines. Mais en tout cas, je pense qu'il y a une vraie dimension importante psychologico-politique dans le fait qu'il ait essuyé ce premier échec électoral. Charlotte, je rebondis juste sur le chiffre parce qu'on est étonné en se disant mais qu'est-ce qui s'est passé? Il a été élu, mais contrairement, alors lui évidemment il dit le message des Français en avril
avril a été très clair. Il a été très clair, c'est-à-dire qu'Emmanuel Macron a gagné les élections, mais on peut pas dire qu'il ait été très bien élu, Emmanuel Macron. Et finalement, 70%, ça correspond aux gens qui n'ont pas voté pour lui et qui, naturellement, sont heureux qu'il y ait une opposition à l'Assemblée. Et ce qui est très étonnant dans ces législatives, enfin très étonnant, je sais pas, mais c'est qu'il y a une abstention massive. Plus de la moitié des Français n'est pas allé voter et qu'en même temps, on va dire, il y a une représentativité des courants de fond qui est assez nouvelle dans les proportions à l'Assemblée. Et c'est peut-être ça auquel s'attendait pas Emmanuel Macron, puisque pendant des années, il y a des courants profonds qui n'ont pas été représentés à l'Assemblée nationale. Et là, par le coup du sort, c'est sur lui que ça tombe. Merci Charlotte Dornelas. Valeurs actuelles. Tiens, je signale la une de Valeurs qui paraît ce jour-ci. Aujourd'hui, les secrets d'une fin de règne. Vous y allez fort quand même. Fin de règne, alors que ça n'a commencé qu'il y a 8 semaines. Ouais. Et votre hors-série consacrée à la guerre en Ukraine, l'histoire tragique sous nos yeux. Merci Charlotte. Tiens, interview passionnante d'ailleurs du fondateur de Blackwater, l'entreprise, l'armée privée qui fit parler d'elle en... Et à retrouver sur VA+. Voilà, on a fait la pub YouTube. complète. Bon, David, encore une fois, désolé, il faudrait venir le dimanche. Voilà, c'est dans 3 jours. Le pour journal notre du menu. dimanche. Merci David Revaud-Dallon. 8h57.